Eh bien, nous attendons Maître Serge Allard, mais nous allons faire les présentations de cette table ronde consacrée donc à la gouvernance. On a vu tout à l'heure donc globalement comment ça se passait dans les villes. Et la copropriété est évidemment dans un développement inexorable partout dans le monde d'ailleurs, partout dans le monde, notamment donc à Bruxelles et à Montréal. Donc la verticalité, c'est pas si mauvais que ça pour le développement durable et puis pour lutter contre l'étalement urbain, source de stress. Je vous raconte tout ça pour attendre un peu Maître Serge Allard qui arrive à l'instant et ensuite je vous présente nos invités. À ma droite, Maître Corinne Mostin, avocate spécialisée en copropriété au barreau de Bruxelles. Nous avons mon confrère et ami Maître Hervé Selam. Lui est en activité, il plaide tous les jours, grand spécialiste du droit de la copropriété. Moi, je me suis un peu retiré des tribunaux, mais enfin, je continue de réfléchir à la copropriété. Maître Selam, lui, est en pleine activité. Il est spécialisé en droit de la copropriété et en copropriété horizontale, c'est-à-dire des ASL. Ah, je le vois qui fronce les sourcils, ça veut dire qu'il va y avoir de l'ambiance, je suis sûr. On va voir si une ASL ou une AFUL, on va voir ce que c'est, sont des copropriétés horizontales. Maître Serge Allard, qui vient donc de Montréal, notaire, attaché au cabinet Grand Pré Jolicoeur, donc puisque au Québec, vous pouvez organiser des sociétés juridiques composées d'avocats et de notaires. Vous avez cette chance que nous n'avons pas, nous, encore en France. Donc, Maître Serge Allard est un grand spécialiste de la conception, on va dire ça, je parle sous votre contrôle, de la conception des villes. Je connais une ville qui est à côté de Montréal qui s'appelle Boisbriand, que vous avez contribué à façonner sur le plan juridique, car vous en avez fait le règlement de copropriété avec des particularités très intéressantes qu'on va examiner. Et car on va parler de la gouvernance, Maître Mostin. De la gouvernance, c'est-à-dire syndic, vous savez, ce fameux trinôme, syndic de copropriété, conseil syndical, qui s'appelle autrement en Belgique et au Canada. Syndic, conseil syndical, assemblée générale. C'est le trinôme qu'on connaît bien en France. Ça marche plus ou moins bien, malgré toutes les réformes que nous avons eues depuis quelques années. On va voir comment on peut essayer d'améliorer, peut-être alors en regardant ce qui se fait en Belgique et ce qui se fait au Québec. Le syndic, c'est le chef d'orchestre. On est tous d'accord. Un chef d'orchestre, ça, des musiciens. Les musiciens, c'est des copropriétaires, mais à l'intérieur, il y a des solistes, parfois. Les solistes. Et il vaut mieux d'ailleurs que ce soit de la symphonie que de la cacophonie. On est d'accord, Maître Mostin ? Et comment ça se passe alors en Belgique ? Conseil syndical qui s'appelle autrement, je crois. Qui s'appelle Conseil de copropriété et qui n'a pratiquement pas de pouvoir, en tout cas pas de pouvoir d'initiative, d'exécution. C'est un organe de contrôle uniquement du syndic et qui peut se voir attribuer par l'Assemblée générale des missions, des délégations de pouvoir, mais strictement déterminées dans le temps, dont 1 an maximum, dont l'objet doit être strictement défini également, mais délégation qui ne peut pas empiéter sur les pouvoirs du syndic ni de l'Assemblée générale. Autant dire que ça réduit le pouvoir de ce conseil de copropriété à une mission de contrôle. Alors avant le changement législatif de 2010, puisque la loi sur la copropriété en Belgique, alors je ne vais pas y arriver, vous me pardonnerez, la loi a été adoptée en 1994, mais 94, je n'y arriverai pas, donc j'aurais préféré qu'elle date de 89, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc en 1994, le législateur belge va adopter la loi sur la copropriété et s'inspirer du système français que nous ne connaissions pas. Nous avions toujours une vieille loi de 1924 qui régissait la matière de la copropriété avec tout de suite 10 articles. C'était les règlements de copropriété qui finalement définissaient comment fonctionnait une copropriété, donc un régime conventionnel. Et en 1994, on adopte le régime de l'association de copropriétaires, l'équivalent du syndicat, association qui a la personnalité juridique, 2 organes, syndic, encore conseil de gérance, c'était le terme qui était utilisé par le législateur, et puis on va changer en 2010 pour l'appeler conseil de copropriété. Et la volonté est évidemment de supprimer cette notion de conseil de gérance en disant « Messieurs, dames, dans le conseil de gérance, vous ne gérez pas ». Et donc,
vous ne gérez pas, donc on ne va plus laisser ce terme qui donne l'impression que vous avez des pouvoirs de gestion. Vous n'en avez pas. Et on réduit ces pouvoirs, puisque dans la conception initiale, c'était contrôle et assistance du syndic, et le volet assistance tombe. On le supprime, et donc ce n'est plus qu'un contrôle du syndic avec ses délégations de pouvoir. Alors vous avez fait un aller-retour finalement. Vous aviez des pouvoirs très forts du conseil syndical qui pouvaient décider de travaux. Non, ils pouvaient. Alors, et maintenant, vous êtes revenu. Ils ne pouvaient pas décider de travaux. Ils assistaient le syndic, et les règlements de copropriété conféraient souvent des pouvoirs plus larges, mais c'est vrai que le législateur a estimé que donner un pouvoir de gestion à ce conseil de copropriété, ce n'était pas adéquat. Pourquoi vous avez eu des déconvenus avec des conseils syndicaux peu précautionneux Je ne sais pas si peu précautionneux, mais des propriétaires se sont insurgés contre ce système, estimant qu'il y avait une espèce de collusion entre le syndic et un petit noyau de copropriétaires qui faisait la loi. Le syndic, finalement... Oui, rendant compte à l'Assemblée générale, mais une fois par an. Et donc, c'était ce noyau dur, conseil de gérance et syndic, qui était à la barre. Et donc, le syndic, finalement, se faisait couvrir par le conseil de copropriété pour une série d'initiatives. Alors, est-ce que c'était tous les copropriétaires? On a vu dans les commissions, etc., une série de propriétaires s'insurger contre ces systèmes qui, effectivement, dans certaines copropriétés existaient, mais je ne suis pas sûr que c'était nécessairement la réalité généralisée. Alors, pas trop de pouvoir pour le conseil syndical. On va résumer comme ça. C'est curieux parce que chez nous, nous avons des discussions très fortes sur l'augmentation des pouvoirs du conseil syndical. On va peut-être donner la parole à Maître Allard parce qu'il vient de plus loin. Une toute petite précision avant de ça. C'est vrai que quand nos amis français viennent s'installer à Bruxelles, et il y en a quand même une série, ils ont beaucoup de mal à s'adapter à notre conseil de copropriété parce qu'ils viennent avec leur vision du conseil syndical qui a des pouvoirs. Alors, je ne suis pas une spécialiste, certainement pas de la loi française et de toutes ces précisions, mais on a le sentiment effectivement que le conseil syndical a des pouvoirs d'initiative, par exemple, de convoquer l'AG. Pas question pour le conseil de copropriété. Donc rien du tout. Et donc, ils ont beaucoup de mal à se limiter dans le rôle de contrôle du syndic. Alors, système très démocratique, finalement, puisque c'est l'Assemblée générale qui décide. Oui, bien. Très démocratique, mais difficile à mettre Maître Allard, qui vient de plus loin que Maître Selam, pardonnez-moi, Maître Selam, je sais que vous brûlez de parler du conseil syndical en France. Maître Allard, qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, vous, quand vous avez fait le règlement de copropriété de cette ville de Boisbriand et d'autres, ou de Tours que vous avez fait à Montréal, j'ai vu un règlement de copropriété que vous m'avez passé l'autre jour, et les pouvoirs du conseil syndical, qui ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs au Québec, sont extraordinaires, beaucoup plus qu'ici. Vous pouvez nous dire? La loi québécoise ne connaît pas le syndic. La loi autorise l'Assemblée des copropriétaires, le conseil d'administration, à confier l'administration courante à un gérant, un gestionnaire professionnel qui fait office de syndic dans les faits, mais la loi ne donne aucun statut privilégié ou particulier à ce gérant. Donc, nous, on fonctionne, le syndicat de copropriété est une personne morale composée de 2 organes. Une personne morale calquée sur les sociétés commerciales avec un conseil d'administration pourvu de grands pouvoirs, un conseil d'administration très fort et une assemblée de copropriétaires qui ressemble à l'assemblée des actionnaires qui sera limitée dans ses prérogatives exclusives aux grands événements de la copropriété, à savoir la modification de la déclaration de copropriété, l'adoption de nouveaux règlements et aux grands travaux, transformation, agrandissement, amélioration des parties communes. Avec le résultat que le conseil d'administration a énormément de pouvoir. Il est composé par l'Assemblée des copropriétaires, c'est-à-dire les membres sont élus par l'Assemblée des copropriétaires. Et j'ai apporté un exemplaire là, de ce qu'on retrouve dans les déclarations de copropriété. Et si on énumère les obligations, pouvoirs... vous en avez pour 5 pages, alors que chez nous, le conseil syndical, c'est 4 lignes dans la loi de 65. Exact. On en a pour 5 pages, un énoncé de pouvoirs et de devoirs. Dans les grands ensembles,
Ce qui arrive, c'est qu'on crée chez nous souvent des grandes copropriétés qui regroupent plusieurs petites copropriétés, essentiellement dans un objectif de développement durable, un objectif de partage des installations, partage des voies de service, des équipements comme les génératrices, les piscines, les gyms. Donc, on a un peu de territoire à développer, on favorise la densité, on met beaucoup de monde dans des petits territoires et on construit à la verticale. Ces ensembles sont regroupés au moyen d'une copropriété de volume, c'est-à-dire on va créer à l'horizontale des lots qui sont, comme on dit chez les géomètres experts, bornés du nadir au zénith, selon les points géomatiques connus. Et donc, on crée des lots cadastrés. Et dans ces lots, on crée des copropriétés distinctes d'une grande copropriété d'unification qui regroupe tous les lots privatifs. Ce sont des copropriétés en volume dont vous êtes un grand spécialiste. J'ai lu votre ouvrage sur la question d'ailleurs. Ouais, mais ça n'existe pas beaucoup, M. Selam, ça, des copropriétés en volume. Hein, Alors, avant que vous non, me parce disiez... que je ferai la synthèse après des deux, mais on a quelque chose de particulier en France pour la gestion des volumes. Et je vais vous laisser finir. Quelques mots. On y reviendra. En fait, et je crois, j'en ai parlé avec des juristes français, et je crois que vous appréciez de plus en plus cette méthode de constituer des volumes. Ce que les Français nous envient beaucoup, c'est le cadastre tel qu'il est géré, conçu, administré au Québec, à savoir que dans toutes les copropriétés, on doit avoir un plan cadastral de chacune des parties privatives et chacune des parties communes. Donc, la copropriété chez nous commence par un plan cadastral qui identifie chacun des lots et une fois le plan cadastral déposé, une déclaration de copropriété participe à la naissance de la copropriété. Donc, avec cette organisation très structurée, tant graphiquement que juridiquement, on arrive à créer des petits ou des grands ensembles. Quelques mots rapidement sur les grands ensembles. J'ai constaté, on verra, il y a des gestionnaires québécois de copropriété dans la salle, j'ai constaté que l'Assemblée des copropriétaires avait bien du mal souvent à gérer sereinement les débats. Dans les grands projets chez nous, le promoteur, celui qui construit les phases, participe à l'Assemblée des copropriétaires tant et aussi longtemps que son projet n'est pas terminé. Or, à l'Assemblée des copropriétaires, il se retrouve confronté avec les acheteurs des premières phases et c'est souvent le chaos. Donc, dans les grands ensembles, ce qu'on a privilégié, c'est des pouvoirs accrus au conseil d'administration. Et lorsqu'on regroupe des copropriétés, et je termine avec ça, lorsqu'on regroupe des copropriétés construites dans des volumes distincts, on fait un peu comme l'Union de syndicats en France, à savoir qu'on ne devient membre du conseil d'administration que le représentant de chacun des syndicats qui ressemblent à vos syndicats secondaires, de chacun des syndicats autonomes qui régit un bâtiment. Le président ou la personne désignée devient membre du syndicat de la copropriété horizontale, qui est essentiellement une copropriété de volume. D'accord. Il faut qu'on vous coupe. Malheureusement, c'est absolument passionnant, mais nous avons pris un peu de retard et on va essayer de galoper un peu. Dites-moi, donc, c'est pas un système très démocratique, alors, puisque l'Assemblée générale, elle a fort peu de pouvoir. Vous parliez d'actionnaires. C'est donc comme une société commerciale, hein, une copropriété. Vous la gérez comme une société commerciale. En fait, je sais que ça fait hurler les Français quand on dit ça. Oui, on ne doit pas gérer les copropriétés comme des sociétés commerciales. Non, c'est un peu sur le modèle des sociétés commerciales, mais la représentativité fait partie de la démocratie. Les gens sont représentés à l'Assemblée de l'horizontale et ils peuvent s'exprimer tout autant à la copropriété verticale. Mais comment voulez-vous gérer une assemblée de copropriétaires, je sais que vous en avez, où il y a 2500 votants? On va revenir sur les grands ensembles, mais d'abord, Maître Hervé Selam. Franchement, est-ce qu'il est raisonnable, comme on le fait en France, d'attendre une année pour avoir des décisions prises par une assemblée générale
sauf évidemment les assemblées extraordinaires qu'on peut avoir. Hein. Mais on dit souvent que ça n'est pas raisonnable, que ça ne fluidifie pas la gestion, le management, on va parler comme ça ne fluidifie pas la gestion et qu'il faudrait peut-être donner un peu plus de pouvoir au conseil syndical. D'ailleurs, la loi Allure, vous pouvez peut-être dire 2 mots sur ce qu'elle a introduit, elle a quand même un peu modifié dans les petites copropriétés le pouvoir du conseil syndical, qui est d'ailleurs parfois demandé par les syndics. Hein. Il ne faut pas croire que les syndics sont opposés aux conseillers syndicaux, pas du tout. La fluidification, pour les syndics, c'est aussi la bonne osmose avec un conseil syndical. Alors, de plus en plus de pouvoir en France pour le conseil syndical. Votre question renvoie finalement aux 2 présentations qui viennent d'être faites sur 2 systèmes qui sont sous le même nom différents. Le système belge qui s'apparente beaucoup au système français avec en fait un syndic qui a les mains complètement liées et qui n'est qu'un mandataire d'une indivision qui sont les copropriétaires, et l'autre aspect proche de ce qui se passe aux États-Unis, avec un conseil d'administration, certes élu, on verra les circonstances de son élection en France dans les systèmes qui s'en rapprochent, un conseil d'administration certes élu, mais qui a des pouvoirs considérables de gestion entre 2 assemblées. Alors, je voudrais mettre un peu en perspective la situation et la particularité française que malheureusement nous avons refourguée à nos amis belges et québécois. Je vais essayer de mettre un peu d'ambiance. Quel est le problème ? Il a été exposé par mes 2 co-intervenants et dans les interventions d'avant. Il y a un mouvement massif d'urbanisation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rassurez-vous, je ne vais pas faire plus de 30 secondes. Bon, ça, tout le monde le sait. Des millions de gens se précipitent dans les villes. Il faut les loger. Il faut construire des immeubles. Pour construire des immeubles dont la propriété est partagée, il faut des structures de gestion collective. En France, on n'a pas de chance. Parce que la gestion collective immobilière, ça suppose qu'on ait des droits de propriété concurrents sur un même immeuble. C'est très mal vu en France parce que ça ressemble au droit féodal. C'est très mal vu en France parce que ça ressemble au droit féodal. Cette conception qui peut vous paraître théorique ne l'est pas, parce qu'elle heurte un principe qui nous pourrit la vie encore aujourd'hui et qui va nous la pourrir encore pendant 20 ans. C'est que le régime de copropriété heurte de plein fouet le fantasme du petit propriétaire indépendant qui gère sa propriété comme il l'entend. C'est pas possible dans un immeuble collectif. C'est pas possible. Quand on est en collectivité dans un immeuble, il faut adopter la mentalité anglo-saxonne. On est tous ensemble, on doit gérer un bien. Bien sûr qu'il faut le gérer comme une société commerciale. Bien sûr, je sais que je prends de front un principe. Mais bien sûr qu'il faut gérer ce patrimoine dans des conditions économiques, dans des conditions de rentabilité, entre guillemets, c'est-à-dire de bien-être, de confort des habitants. Ceci étant dit, en France, nous avons un régime de la copropriété qui, effectivement, est relativement précurseur. Allez, 2 minutes d'anecdote pour essayer de vous égayer et de ne pas rester trop théorique. Vous savez, le régime de la copropriété, c'est peu connu. C'est un survivant. Il faut savoir qu'il prend de plein fouet un principe de droit romain qui est, attention, superficies solo quedit, c'est-à-dire que le fait d'avoir des propriétés collectives sur un même terrain, c'est interdit. La copropriété a été interdite en Allemagne, en Autriche et en Suisse de 1900 à 1950. Ça, c'est peu connu. Elle a dû s'enfuir en Amérique du Sud, et le régime de copropriété que vous avez, ça dérive du fait que les révolutionnaires français sont restés pragmatiques, comme toujours, contrairement à ce qu'on croit, et ont laissé subsister l'article 664 du Code civil qu'on a refourgué à nos amis belges, qui envisage une copropriété par étage et qui fixe des principes, d'ailleurs, dont on ne s'est pas écarté, de répartition des charges. Pour le reste, tout s'est enfui en Amérique du Sud, et le régime est revenu en Amérique du Nord par Cuba et Porto Rico, qui l'aurait cru. Et il a été développé à partir de ces 2 petits fils, qui sont les 2 articles 664 du Code civil en Belgique et en France et au Luxembourg. Je vais abréger. Et pour développer le régime de 1965. Toujours est-il, c'est que dans la loi 1965, vous avez une loi
qui est exclusivement orienté encore vers la protection du petit propriétaire individuel contre la méchante organisation. Maître Selam, dans le livre blanc que nous allons faire... Oui, je suis obligé de vous couper. Je suis obligé de vous couper. Non. Vous êtes passionnant. Non, mais je sais. Mais ne soyez pas trop avocat. Non, mais parce que sinon ça sert à rien de faire une conférence si c'est pour rester dans les lieux communs. Je savais qu'il allait mettre de l'ambiance. On a une loi de 1965 qui, pour l'instant, est orientée vers la défense du petit propriétaire privé contre une méchante organisation collective. Il faut changer ça. Il faut changer d'urgence parce que les défis de complexification des immeubles, les défis de construction des grands ensembles et les défis qui sont posés par l'avenir que l'on ne connaît pas. Il y a 20 ans, on ne savait pas qu'on allait faire du câble Internet. On ne savait pas. Dans 20 ans, on ne sait pas ce qu'on va devoir faire. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il va falloir le gérer collectivement et de façon efficace. Donc, la loi de 1965 doit évoluer. Comment doit-elle évoluer ? J'accélère. Elle doit se rapprocher d'un autre système de gestion que nous avons en France, qui n'est pas connu, mais qui est très efficace et qui rejoint celle qui a été exposée par notre co-intervenant québécois, qui est l'association syndicale de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires, qui est issue d'une loi du Second Empire, je vous fais grâce de l'historique, c'est passionnant, mais on verra plus tard, introduit un mode de gestion collective qui est adopté dans les grands ensembles parce qu'on ne peut pas faire autrement. La copropriété, ça ne marche pas. Ça marche pour un immeuble haussmannien, ça ne marche pas pour un grand ensemble. Je suis copropriétaire dans un lotissement, dont vous êtes spécialiste, oui. D'accord ? Je suis copropriétaire dans un lotissement, je suis copropriétaire dans un immeuble vertical, oui. Qui est constitué à la fois de maisons individuelles et d'immeubles verticaux. D'accord. Je suis copropriétaire. Je découvre qu'il y a une ASL, une autre structure juridique, qui est une association syndicale libre. Oui. Vous allez nous dire ce que c'est. Oui. Je n'y comprends plus rien, parce que je n'ai pas le droit d'aller... J'y viens. Je n'ai pas le droit d'aller voter aux assemblées. Vous avez beaucoup plus de droits que vous le croyez. Est-ce que la loi peut évoluer sur la question ? Non, elle n'a pas besoin. On va voir ce qui se passe en Belgique dans les lotissements. Elle n'a pas besoin d'évoluer. Elle est plus démocratique que ce qu'on vous a décrit. Alors, là, il y a de l'ambiance, c'est bien. On parle de choses qu'on ne connaît pas, on renverse des idées préconçues. Ça me plaît. Donc, effectivement, nous avons un deuxième système. Et ça marche. Un deuxième système de gestion en France qui est l'association syndicale de propriétaires, qui est quoi ? Une organisation purement contractuelle de gestion des équipements, des ouvrages et des espaces collectifs. C'est le mode de gestion utilisé pour les grands ensembles immobiliers parce que, je répète, le régime de la copropriété, ça ne marche pas pour les grands ensembles immobiliers. Ce régime est aussi appliqué, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviens pas, hélas, dans les lotissements. C'est, depuis le décret de 1959, c'est obligatoire dans les lotissements. Il s'applique dans les grands ensembles immobiliers après division en volume pour échapper au caractère d'ordre public du régime de la copropriété qui doit s'appliquer si on ne fait pas de division en volume et si on ne crée pas une organisation différente. Donc, dans les lotissements qui se sont considérablement étendus depuis 40 ans, dans les grands ensembles immobiliers qui se sont considérablement étendus depuis 40 ans, les équipements collectifs ne sont pas gérés en copropriété, ils sont gérés par des associations syndicales, parfois qui prennent le nom d'associations foncières urbaines libres, AFUL. Les AFUL sont une catégorie d'associations syndicales. La loi ne dit rien, elle dit vous vous débrouillez, vous vous organisez comme vous voulez, vous définissez la répartition des charges comme vous voulez. Je n'impose qu'une seule chose. La loi dit je n'impose qu'une seule chose. Il faut que cet organisme soit géré par un organe de décision collégial, un organe collégial de décision. Cet organe est composé de tout, peut être composé de tout propriétaire ou copropriétaire. Donc je peux aller voter dans les assemblées d'ASL. Éventuellement, vous pouvez... je donne pouvoir au syndic. Alors, malheureusement... De l'ASL. Malheureusement, issu des erreurs du passé, il est très fréquent qu'aux assemblées des ASL et des AFUL, les copropriétaires lambda n'aient pas accès et qu'ils doivent être représentés par leur syndic. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Parce que les assemblées des ASL et des AFUL, je force le trait, vous prendrez du recul, mais si c'est pas le moment de forcer le trait, ce sera jamais le moment. Dans les assemblées d'ASL et d'AFUL n'ont pas de pouvoir. Elles ont très très peu de pouvoir. Tout est donné au conseil d'administration. Et au conseil d'administration, il est dit depuis 1865, bien que ce ne soit pas appliqué, que tout copropriétaire, même le dernier des copropriétaires qui n'a qu'une cave, peut accéder à ce conseil de direction. Si vous voulez être efficace en ASL, il faut accéder au conseil de direction, pas à l'Assemblée, ça ne vous servira pas à grand-chose. Alors on revient au pouvoir du conseil syndical, donc qui va diriger, on ne va pas transférer le pouvoir aux assemblées. Elles ont un pouvoir de contrôle, les assemblées, finalement. C'est pas mal. Mais
Dans un pays, dans une société, dans n'importe quel groupement économique, vous élisez vos dirigeants avec une périodicité la plus courte possible. Mais excusez-moi, je vais forcer le trait, entre 2 élections, vous leur foutez la paix. Vous les laissez gérer la situation. Si vous n'êtes pas content à l'expiration du mandat, vous en changez. Mais on ne peut pas rester sur un système de copropriété où, au terme de la loi, le syndic ne peut pas changer une serrure, j'exagère, ne peut pas faire des travaux d'une relative importance sans demander un vote de l'Assemblée. Dites, maître Corinne Mostin, alors je vois que vous vous agitez un peu, parce Mais que bon, non, qu'est-ce que vous avez à dire en Belgique sur ce sujet? Alors, je dois avouer que j'aime beaucoup l'exposé qui est fait par mon voisin, parce que, effectivement, le droit de propriété belge est toujours le Code Napoléon, et un auteur belge à la fin du 19e siècle pensait que la copropriété allait disparaître. Donc on est vraiment dans ce même état d'esprit. On avait l'article 664, et la Belgique a été précurseur, puisqu'on a fait une loi de 24. Exact. 24, pourquoi? Parce qu'à la suite de la Première Guerre mondiale, il faut reconstruire la Belgique et il faut donner du crédit. Or, sur base de ce simple article 664, les appartements ne sont pas définis, il faut définir des lots et donc il faut aménager. Et on a un système juridique qui est créé, mais qui à la base est uniquement conventionnel, parce que la loi dit sauf convention contraire, et alors on a 10 dispositions qui régissent encore aujourd'hui les indivisions ordinaires, successorales, etc. Et donc on va partir de là, et les règlements de copropriété vont prévoir assemblée générale, syndic et conseil de gérance. Mais aujourd'hui, moi je fais le constat tous les jours quand les gens viennent en disant je veux contester la décision de l'assemblée générale qui se tient une fois par an, et effectivement le syndic entre les deux, il est souvent, ou bien il a la confiance des copropriétaires et il prend plus de pouvoir qu'il ne peut en faire, puisque ses seuls pouvoirs de décision, c'est les actes conservatoires et d'administration provisoire, donc de gros travaux, on oublie. Les gens arrivent en disant je veux contester la décision de l'AG, elle est irrégulière ou abusive. Et mon premier discours est de dire la gestion est collective, et donc la majorité en soi n'est pas abusive, donc déjà. Et on est quand même dans un régime où c'est l'AG qui décide. Même déjà là, les gens résistent en disant oui, mais mon bien. Et je trouve que les propriétaires qui achètent et qui ne comprennent pas le système de fonctionnement, or on est aussi dans un régime de propriété, c'est toujours le Code Napoléon avec le bourgeois qui doit garder sa propriété individuelle. Moi je leur dis, mais quand vous êtes tout seul dans votre maison, le toit fuit, vous n'avez pas l'argent, vous mettez un seau, ça vous convient. Quand on est en copropriété, celui du dernier étage, le toit fuit, il ne va pas attendre que le bon vouloir, parce que lui, il fait effectivement. Et donc, je suis assez sensible à cet exposé et au choc frontal entre une législation qui maintient encore ce droit de propriété absolu, avec cette conception unitaire, qui se heurte avec une copropriété et la gestion collective. Mais en Belgique, le conseil de copropriété équivalent de conseil syndical, pas de pouvoir, juste contrôle, et donc c'est l'AG qui décide, et on passe des heures, effectivement, à discuter si on va faire des travaux ou non. Alors on a peut-être l'avantage, parce que petit pays, petite structure, on n'a pas encore des très grands ensembles à gérer. Alors on va en parler, avec le copropriété Québec. De 500 lots, pour nous ça paraît Oui. gigantesque, et ça ne l'est sans doute pas à l'échelle du monde. Avant qu'on ne reprenne votre propos sur les grands ensembles, Maître Allard, dans l'exemple de Maître Mostin, je suis copropriétaire dans un condo à Montréal, j'ai le toit qui fuit, j'habite au dernier étage. Bon, est-ce que je peux appeler alors vous ne l'appelez pas le conseil syndical, vous l'appelez le conseil d'administration. Conseil d'administration, Qui j'appelle, le conseil d'administration ou le syndic pour réparer le toit? En fait, le conseil d'administration, puisque le gérant est le mandataire du conseil d'administration, et donc le conseil d'administration est responsable des travaux d'urgence. Les travaux qui n'appartiennent pas à sa juridiction ne sont que les travaux de transformation, d'agrandissement et d'amélioration. Donc, de manière générale, c'est le conseil d'administration qui aura la mainmise. C'est lui qui commande les travaux. Il va demander au syndic ou au gestionnaire, disons, puisque vous n'avez pas de syndic organisé comme ici chez nous avec la loi Hoguet. Ça va peut-être venir d'ailleurs un jour. Oui. En fait, les gestionnaires professionnels ont la fonction de syndic, se présentent comme tels, et c'est une bonne chose. De plus en plus, les copropriétaires confient leur gestion quotidienne à des gestionnaires professionnels, semblables aux syndics chez vous.
Mais alors, il est beaucoup plus en retrait. Alors, le gestionnaire syndic, on va l'appeler comme ça, il est beaucoup plus en retrait que chez nous, puisque c'est ici, c'est le syndic qui a la main sur l'argent. Là-bas, ça peut être le conseil d'administration qui signe les chèques. C'est ça. On a des conseils d'administration assez forts. Généralement, le syndic, comme gestionnaire... Vous n'avez plus de chèques en Belgique, il paraît. Vous signez des chèques. Vous n'avez plus de chèques. Vous n'avez plus que des virements. Oui, c'est aussi... Donc, chez nous, on signe encore des chèques. Oui. Chez nous aussi. Le gestionnaire est un membre du conseil d'administration. Qui ont le contrôle donc des fonds. Mais alors, le syndic a une assurance, enfin le gestionnaire a une assurance professionnelle? Bon, c'est le problème. C'est une corporation, c'est un groupement professionnel qui est encore en formation chez nous. Il y a une volonté d'encadrement qui se manifeste de plus en plus pour que cette profession-là soit davantage encadrée, avec des garanties, avec des bons de sûreté. Mais vous avez un contrôle déontologique, je crois. Ça commence. Il y a du travail à faire. Vous allez peut-être nous imiter, alors. Oui. En fait, on vient de chez vous. On vient de chez vous, dans tous les sens du terme. Oui, mais alors vous avez eu l'intelligence au Canada, vous avez eu et au Québec, vous avez eu l'intelligence de donner beaucoup plus de pouvoir au conseil de gérance que chez nous. Puisque, encore une fois, sauf les petites copropriétés, Maître Selam, où le conseil syndical peut avoir un pouvoir de décision, mais, dit la loi Allure, il faut qu'il soit assuré. Alors, l'assurance, comment ça se passe chez vous? S'il y a une faute commise par le conseil d'administration? Il est couvert par l'assurance souscrite par le syndicat. D'accord. Le syndicat souscrit une assurance pour les parties privatives et les parties communes, une assurance incendie, notamment, et ça couvre la responsabilité civile du conseil d'administration. J'aimerais dire une chose sur la structure dont on vient de parler, parce qu'on parle des grands ensembles. On constate évidemment que les copropriétés sont nécessaires, la verticalité s'impose, mais la réunion de plusieurs copropriétés s'impose également dans le partage de toutes sortes de biens et de services. Je constate chez vous que la réunion des copropriétés procède d'une structure différente. C'est l'association syndicale libre ou l'union des syndicats ou une autre formule. Ce que je me permets de critiquer, au contraire, on est là pour ça. Alors. C'est que lorsque les ordonnancements juridiques diffèrent pour une même activité, il y a un risque de contradiction ou de confusion. Chez nous, ce qu'on a tenté de mettre en place depuis 1996, depuis le nouveau Code civil, c'est une copropriété qui regroupe des copropriétés. Donc, premièrement, c'est le même régime juridique. On ne se demandera pas si j'ai un droit à l'assemblée secondaire, est-ce que j'ai aussi un droit à l'assemblée initiale? Parce que c'est la même structure juridique, donc on a les mêmes droits. Et deuxièmement, on aura la même documentation juridique, c'est-à-dire on aura une déclaration de copropriété pour la grande copropriété, l'horizontale, et on aura également une déclaration de copropriété pour chacune. Donc, l'ordre juridique sera toujours le même. Mais vous aurez deux assemblées générales, une grande pour la collectivité générale, et vous avez des syndicats secondaires. Je ne sais pas si le terme est exact. Ce sont des syndicats indépendants. En fait, ça ressemble à un système qui est bien connu pour son bon fonctionnement, le fédéralisme canadien. C'est qu'on a un Canada avec une juridiction, et on a des provinces qui sont les petites copropriétés. On parle de ça, Maître Mais le fédéralisme, à la Belge, je ne suis pas sûr que c'est un bon système. Non. Mais on passe à autre chose. Mais vous me demandiez, les grands ensembles en Belgique, petit pays, plus petite structure. Donc les très grands ensembles... Même à Molenbeek? Même à Molenbeek, même à Bruxelles. La tour que Jean-Pierre vous a montré, 500 lots, ça paraît déjà un très gros immeuble. Donc... mais la loi de 2010 a quand même mis en place un système qui, je ne suis pas sûre, soit très approprié parce que permet, alors je ne connais pas le système des syndicats secondaires, mais a permis de créer ce qu'on appelle des associations partielles. C'est donc dans un ensemble, dans un groupe d'immeubles, la loi de 94 n'avait pas envisager cette problématique des ensembles immobiliers. Pour le législateur, c'était un immeuble en copropriété et donc des plus grands ensembles, la loi ne l'avait pas envisagé et la Cour de cassation a été à me dire si j'ai un règlement de copropriété, même avec un groupe d'immeubles, j'ai une AG, un syndic et on gère le tout sur le modèle de base. Donc la loi de 2010 permet de créer ce qu'on appelle les associations partielles qui sont des
des sous-copropriétés avec le même régime juridique. Donc on est de nouveau Assemblée générale, syndic, conseil de copropriété, et finalement un système que le législateur croyait approprié. Quand on le présente aux copropriétaires, il crie au loup en disant mais quoi, je vais payer 2 syndics, 2 AG, je dois aller à 2 AG pour aller gérer les parties communes générales de mon ensemble et qu'on réduit à portion congrue en se disant moins ils auront à faire, là mieux c'est, et avec alors chaque immeuble qui est sous forme de copropriété avec sa gestion propre. Mais impossible de déléguer les pouvoirs à l'Assemblée générale plénière, et donc tout le monde doit être présent, et donc si on n'est pas présent, que le quorum n'est pas respecté, 2e séance, et donc on a créé finalement un système assez lourd. Dans une formation que je donnais récemment sur les associations partielles, il y a un syndic qui m'a dit mais est-ce qu'on peut défaire ce système? Finalement, il le trouvait, même le syndic lui-même ne trouvait pas ça approprié. Et donc, on n'a pas d'autre système. Alors, on a, sur des complexes plus anciens, qui datent des années 50 ou 60, où on avait construit sur un parc 10 immeubles, on a mis sous un régime alors de servitude le système de chauffage et l'entretien du parc. Or, si vous dites servitude, on n'est pas dans le régime de copropriété. Et donc, alors on retombe dans un système conventionnel, mais qu'on crée de toutes pièces. Parce que le législateur n'a une servitude, quand on est 2, on sait qui est le fonds servant et le fonds dominant. Mais quand on a une servitude en copropriété qui est réciproque, parce que la chaudière va se retrouver dans un immeuble, vous avez vos canalisations qui partent partout. Et donc, il faut un système décisionnel qui n'existe pas. Donc je dois créer une structure juridique de représentation. Et alors j'ai essayé, parce que quelqu'un m'avait dit, j'ai été amené à élaborer une convention de gestion de ces servitudes, d'aller m'inspirer de ces associations libres en me disant mais c'est très difficile d'intégrer un régime juridique qui n'existe pas chez nous. Et donc on a fait un système conventionnel en essayant de penser à tout avec un système de représentation de chaque association de copropriétaires, donc de chaque bâtiment, pour gérer ces servitudes. Très bien. Mais on est encore loin, je dirais, de l'imagination pour des plus grands ensemble, parce qu'on n'a pas vraiment eu de cas d'application à des très très gros complexes. Bon, merci beaucoup. Dites-moi, l'heure tourne, alors une conclusion. Une conclusion sur l'organisation et pour notre livre blanc, qu'est-ce qu'on peut proposer à M. Macron ou autre bientôt, car le livre blanc va être diffusé. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer cette gouvernance, mettre ses lames? Alors, si je peux on augmente les pouvoirs du Conseil syndical? Je crois qu'il faut reprendre l'intervention de mon co-intervenant qui disait, mais finalement, au Québec, c'est mieux parce que nous avons une seule nature juridique pour les différents degrés de gestion des immeubles particuliers, puis des groupements d'immeubles. Alors après la critique, il faut être constructif, effectivement. Moi, je pense qu'effectivement, il faut que la loi de 1965 évolue pour qu'on se retrouve avec des organes de gestion similaires pour les immeubles, les petits immeubles et les grands groupes d'immeubles. Et je crois que ça passe par un accroissement des pouvoirs du conseil syndical qui doit quitter le rôle consultatif ou contrôle qui est en France et en Belgique pour devenir plus un organe d'administration. Co-gestion avec le syndic? Alors je pense qu'il faut un conseil dans lequel on mélange, on fait de l'échevinage. Alors je ne sais pas si c'est le même mot en Belgique ou en France, c'est-à-dire qu'on mélange les professionnels et les propriétaires au sein d'un conseil. De telle sorte que... Comme aux États-Unis, d'ailleurs. Ça marche comme ça. Je ne crois pas que le manager soit au conseil. Mais si, il peut l'être. Dans certains États, il peut l'être. D'accord. Il peut être au conseil d'administration. D'accord. Donc, mais c'est une bonne chose. C'est là-dessus, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, tout à fait. Échevinage est le beau mot. Tout à fait. Et ce qui permettra d'avoir une gestion plus fluide, plus transparente, plus participative. Ceci étant dit... pour le pratiquer dans le cadre d'AFUL et d'ASL, c'est difficile. C'est difficile parce que vous avez beaucoup de bonne volonté, mais après, quand on arrive aux responsabilités, c'est plus compliqué. Il faut gérer parfois des grands ensembles. Il faut de la compétence. Oui, il faut de la des compétence. Conseils. Il faut de la bonne volonté. Et donc, oui, en général, on retrouve une certaine compétence parce qu'il y a une aspiration en France, et cela vous l'avez très bien noté pour les Français qui arrivaient en Belgique, il y a une aspiration en France pour les propriétaires à prendre en main la gestion de leurs affaires.
Mais l'aspiration doit être étayée par des compétences. Il y en a, mais il faut avoir du temps. Et ça, c'est pas évident. Il faut avoir de l'énergie, et puis il faut tenir sur la durée. Et ça, ce sont vraiment des difficultés qu'il ne faut pas masquer dans cette évolution. Si je Très peux me bien. permettre, est-ce Maître que c'est Mostin, pas- mais on est-ce améliore quelque chose en France, vous qui êtes une bonne connaisseuse aussi de la loi française. Bonne, On en mais parle suffisamment. Hein. On en parle suffisamment, il ne suffit pas d'en parler, il faut l'étudier. Il faut l'étudier, et quand on ne pratique pas, c'est quand même difficile. Moi, j'avais peut-être une petite réflexion sur ce conseil d'administration canadien. Ce n'est pas la difficulté, que ce sont des particuliers qui n'ont pas nécessairement de formation immobilière, juridique, etc., qui se retrouvent aux commandes. Donc, sans doute que le système de concentrer les pouvoirs au sein de ce conseil d'administration est une bonne idée, mais si ce n'est que des particuliers qui n'ont pas de connaissance du terrain, on est un peu gouverné par des gens qui sont de bonne volonté, mais ça s'arrête là. Il faut les former. Alors, Il faut les former. Alors, en Belgique, on n'est pas dans ce... Des collectivités locales La en loi France les devrait forment. Hein. La loi devrait être changée d'ici la fin de l'année. On n'est pas du tout à redonner des pouvoirs au Conseil des copropriétés. On en est très très loin. Alors je ne sais pas si je vais dire au ministre Gaines que c'est cette orientation-là qu'il doit prendre, qu'elle va être suivie, mais... Bon, on lui enverra le livre blanc. Maître Allard, une petite conclusion. Vous qui êtes un fin observateur aussi de notre système ici, En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on est du Québec et qu'on analyse la loi française, on bave d'admiration devant sa complexité, devant son caractère abouti. On voit qu'en France, avec toute la doctrine, toute la jurisprudence, vous avez vécu tous les maux et vous avez tenté de tous les résoudre. Je pense que la simplicité, je pense que l'unification des méthodes est sans doute une belle solution pour ce monde qui devient de plus en plus complexe et dans un monde où les gens sont de plus en plus mobiles. On a beaucoup d'investisseurs européens au Québec. Il y a beaucoup de Québécois qui achètent en France. Donc, ce serait bien que les gens comprennent les systèmes où ils vont. Une chose, évidemment, le système que je préconise et qu'on applique chez nous du conseil d'administration fort, c'est un peu un crime de lèse-démocratie parce que c'est pas l'Assemblée qui est souveraine. Sauf que moi, comme praticien, j'ai constaté que l'Assemblée des copropriétaires, les gens ne veulent jamais payer plus de charges et ils sont toujours en colère. Donc est-ce que c'est un bon forum pour débattre sereinement? C'est vrai que les membres des conseils d'administration ne sont pas toujours compétents parce que ce sont des copropriétaires, mais chez nous, il y a une tradition de gestion professionnelle qui se développe avec de très bons services professionnels et ces gens-là ont un rôle actif pour guider les membres des conseils d'administration dans leurs décisions. Et ce que j'observe, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces possibilités d'amélioration de la gestion de nos copropriétés dans les 3 pays. Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci Cécile. à vous tous. Bravo pour votre exposé fort intéressant et merci pour avoir respecté le timing et merci beaucoup. Je vous propose de faire une petite pause, un quart d'heure, et nous parlerons ensuite d'autres sujets avec Alain Papadopoulos.